À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. Session ordinaire unique de l'Assemblée nationale. Les députés en séance plénière ce mercredi. Rentrée parlementaire dans un contexte de crise sanitaire. Le renouvellement du bureau au menu. Rebondissement dans l'affaire Boffa Bayotte. La défense a introduit une demande de liberté provisoire. Maître Ciré Clédor Ly compte s'attaquer à la décision du juge d'instruction. Affaire Terme Sud également. Dans cette édition d'information, le général Mansour Seck recadre le débat, apporte des précisions et dénonce la politisation du dossier. Et puis, ouverture des classes ce 12 novembre, 4 millions d'élèves attendus dans les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale prépare la rentrée dans ce contexte de pandémie. Un nouveau protocole sanitaire sera établi. Le SAEMS alerte et invite à la mobilisation générale pour une rentrée sans risque sanitaire. Sur l'international au Mali, une vingtaine de personnes tuées dans des attaques dans le centre du pays. Attaque survenue au lendemain de la libération de djihadistes. Le politologue Yorodia établit le lien. Vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12 heures. La revue de la presse d'Adjandei Mariam Diaye va compléter cette édition d'information. Mise en onde aujourd'hui par Hassan Tchoun. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la session ordinaire unique 2020-2021 de l'Assemblée nationale. Les députés convoqués en séance plénière ce mercredi, rentrée parlementaire dans un contexte de pandémie. Le renouvellement du bureau de l'hémicycle à l'ordre du jour. Absel Marouane, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, vous êtes en direct. Le renouvellement du bureau de l'hémicycle à l'ordre du jour. La session ordinaire unique démarre donc ce mercredi dans un contexte de crise sanitaire. Oui, vous l'avez dit Babacar Samb. En tout cas, la session les députés étaient convoqués à 10h, mais jusqu'à présent, il est 12h05, comme vous l'avez dit. Ça n'a pas encore démarré. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, n'est pas encore présent dans la salle. Vous l'avez également dit, Babacar Samb. Normalement, les parlementaires doivent renouveler le bureau donc de l'Assemblée nationale de l'hémicycle. Cette session se passe également sous un contexte de pandémie lié à la crise sanitaire de la COVID-19. Donc, on peut dire que presque dans toute la salle, en tout cas, la distanciation sociale, on peut dire, n'a pas été respectée. C'est la même disposition dans la salle, mais au moins, tous les parlementaires ont leur masque. Certains même ont leur gel ou autre pompe devant eux. Donc, Babacar Samb, peut-être vous rappeler, avant le démarrage donc, de cette session unique, on attend le président de l'Assemblée nationale dans la salle. Pour ce qui est du bureau sortant, le premier vice-président, c'était Moustapha Cissé Lo, suivi de Yatta Sow, de Cheikh Tidiane Gadio, de Aïssatou Sow Diawara, Abdoulaye Matar Diop, Ndeye Lissi Cissé, Ali Lo et Yaye Mané Albis. Pour ce qui est des secrétaires élus pour le bureau sortant, il s'agissait de Nicolas Ndiaye, Kira Ndiaye, Mamadou Diaw, Amadou Gueye, Mohamed Khoureyssi Niasse et Ndeye Fatou Diouf. Et évidemment, pour ce qui est des questeurs, c'est Daouda Dia et Mam Awa Niang. Peut-être rappeler, Babacar, que presque tous les parlementaires sont là, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Également, les présidents des groupes parlementaires, Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, et de Liberté et Démocratie, Cheikh Bara Dolly, sont déjà dans la salle. L'ambiance est bonne, voilà. Peut-être que ça faisait longtemps que les députés ne s'étaient pas vus. Donc, des accolades, voilà. On ne peut pas. Voilà, donc, merci. C'est ce qu'on peut retenir, en tout cas, Babacar Samb, ici à l'Assemblée nationale pour la session ordinaire prévue ce matin. On attend, comme je vous l'ai dit, le président de l'Assemblée nationale en salle, Moustapha Niasse. Merci à vous, Absel Marouane, depuis l'Assemblée nationale, session ordinaire unique donc de l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi. Rebondissement dans l'affaire de Boffa Bayotte. Les conseillers du présumé meurtrier René Bassène ont introduit une demande de liberté provisoire pour leurs clients et les 12 autres prévenus. Maître Ciré Clédor Ly compte s'attaquer à la décision du juge d'instruction qui, selon lui, n'a fait que dérouler des éléments à charge contre ses clients. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Affaire Terme Sud de Ouakam, le général Mansour Seck recadre le débat et apporte des précisions sur le dossier pour le général à la retraite et ancien chef d'état-major général des armées. L'armée est dans son droit de réclamer ses logements et s'insurge donc contre une politisation du dossier. Général Mansour Seck que nous écoutons au micro d'Adji Fatou Bari. Des gens qui sont atteints par la limite d'âge n'ont pas voulu quitter, n'est-ce pas, le logement de service ou de fonction. Ça, c'est inadmissible. Il n'y a aucune armée sérieuse dans le monde où les chefs acceptent cela. On accuse le chef d'état-major actuel, mais premièrement, il a trouvé le problème, il n'a pas inventé. Deuxièmement, il a fait jouer la loi et le règlement. Et on dit dans l'armée, la première phrase que nous apprenons, c'est que la discipline est la force principale des armées. C'est en 1985, nous avons créé la Comico, coopérative militaire de construction, mais c'était encore pour faciliter l'accès au logement personnel des militaires. Comment? Parce que cette structure, on l'a fait piloter par le service du génie, qui est responsable de l'ensemble de l'infrastructure militaire. Et on s'est dit que s'il pilote ce service-là, cette structure, n'est-ce pas, on pourrait avoir des logements moins chers. Et c'est le cas. Et il y a des milliers, je dis bien des milliers de gens, n'est-ce pas, qui en ont bénéficié. Et je me rappelle que nous avons inauguré la Comico de Terme Sud et j'ai invité le ministre de l'Urbanisme qui était dans ce coin. On est tous heureux pour ça. Alors, le fait d'aller même jusqu'à la Cour suprême, je ne comprends pas si c'était nécessaire. Il fallait simplement la loi. Et comme par hasard, les deux cours, les deux tribunaux ont donné raison à l'armée et à la Comico. Mais tout ça mérite quand même considération. Et qu'on ne se base pas sur les conséquences sans voir la cause réelle qui était quand même, nous a amené à cette situation malheureuse, n'est-ce pas? Mais surtout qu'on ne politise pas, qu'on n'aille pas jouer sur le rôle du soldat ou qu'on divise le commandement par rapport à la troupe. J'ai signalé une chose qu'il faudrait que vous signaliez, le fait que parmi ces gens-là, d'abord c'est pas 79, c'est 69 parce que 10, quand on s'est rendu compte qu'ils sont actifs, ils sont restés dans la maison. Mais qu'il y en a 26 ou 23 qui ont leur propre logement ailleurs, peut-être dans la Comico, et qui demandent encore à rester. Mais on devait leur dire de rembourser peut-être le logement qu'ils ont occupé. Mais c'est ça la loi, il ne faut pas faire de la pitié, c'est la loi, on n'a pas hésité. À l'instant, l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Mansour Seck, 12h08 à Tivaouane-la-Sainte. Sud FM. Tivaouane n'organisera pas le Gamou cette année, décision prise hier par le khalife général des Tidjanes. Un manque à gagner énorme pour les acteurs des secteurs du transport, du commerce et de l'élevage. Tivaouane, Babacar Sow. Décision d'annuler la célébration publique du Gamou 2020 de Tivaouane par le khalife général de la famille de Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy Mansour, à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans la cité religieuse, selon les autorités municipales, il y aura un manque à gagner énorme économiquement avec tout ce que cette fête religieuse faisait comme rentrée d'argent, l'occupation du domaine public par les commerçants venus de tous les 4 coins du Sénégal, mais aussi les affiches publicitaires des différents produits commercialisés durant le Gamou, une situation qui aussi sera durement ressentie au niveau des éleveurs du nouveau forail municipal, où selon les associations des éleveurs qui, disent-elles, faisaient de bons chiffres d'affaires pendant cette période, elles avaient déjà eu écho de la décision du khalife avec l'ambiance morose de ces derniers jours, comparée à celle des années passées où les commerçants s'affairaient déjà à installer les tabliers du côté des associations de transport de la gare routière de Tivaouane, même schéma selon les responsables, car le tarif du transport du lieu de départ à destination de la cité religieuse passait du simple au double, à en croire un des responsables qui garde l'anonymat.
Peut-être la célébration du Gamou des Moustarchidines au champ de course de Tivaouane va amoindrir les dégâts économiques. Du côté de la mairie, les travaux continuent cependant. L'éclairage de la ville, le désensablement des principales artères, mais aussi les travaux d'assainissement. C'était Babacar Sow depuis Tivaouane pour Sud FM. Babacar Sow depuis Tivaouane la Sainte. Depuis ouverture des classes ce 12 novembre, 4 millions d'élèves attendus dans les écoles. Le SAEMS alerte et invite à la mobilisation générale pour une rentrée sans risque sanitaire. Saourou Sène est le secrétaire général du SAEMS. On l'écoute avec Seigneur. Comme vous le savez, la reprise est programmée à partir du mois de novembre. Et je dois le dire pour la vérité, la reprise du 25 juin concernait quelques 551 000 élèves. Mais pour la reprise, pour cette rentrée-là, c'est au moins 4 millions d'élèves que nous allons recevoir au niveau des écoles. Et donc, en ce qui concerne les gestes barrières, il va falloir multiplier par N les efforts au niveau gouvernemental en rapport avec les collectivités locales parce que, comme vous le savez, il faut que l'école soit toujours mise dans une parabole de sécurité. Et aucun risque ne doit être pris. Et à partir de ce moment quand même, je crois que ce qui encadre 551 000 élèves dans cette situation de pandémie n'encadre pas 4 millions d'élèves. C'est la raison pour laquelle pendant qu'il est temps, il faut qu'on alerte et que toutes les forces sociales, toute la nation se mobilise autour de l'école pour pouvoir aider à ce que ces mesures barrières-là soient strictement respectées au niveau scolaire pour cette rentrée-là. Saourou Sène du SAEMS et puis le ministère de l'Éducation nationale, conscient des enjeux, prépare la rentrée dans ce contexte de pandémie. Un nouveau protocole sanitaire sera établi pour les élèves et le personnel enseignant. Les assurances de Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication, porte-parole du ministère, propos recueillis par Issegna. Après avoir réussi la continuité pédagogique, la reprise des cours et l'organisation des examens, le ministère s'achemine maintenant vers l'organisation de la rentrée. C'était 550 000 élèves. Maintenant, presque 4 millions d'élèves vont devoir rejoindre les salles de classe. Le ministère travaille déjà sur une nouvelle note d'orientation, mais également sur un nouveau protocole sanitaire, puisque malheureusement, la pandémie est encore dans le pays. Il faut également savoir que ce protocole-là tiendra compte donc de la baisse des cas, mais également que les enfants sont dans les rues, sont dans les terrains de jeu, et bien, que les transports sont ouverts, que les grandes organisations sont permises. Donc, ce qui veut dire que nous comptons accueillir probablement les 4 millions d'élèves avec donc l'accompagnement du ministère de la Santé pour ce qui est du protocole sanitaire. Et nous pensons de réussir cette rentrée-là, et étant donné que heureusement pour les jeunes et les moins jeunes et les valides, ce n'est pas qu'une maladie qui vient à bout d'eux. Je pense qu'il serait pas difficile de reprendre nos cours avec évidemment les enseignants, les 97 000 enseignants. Maintenant, il y a toujours les cas d'enseignants ou d'élèves ou membres du personnel administratif qui sont exposés. Ces cas-là seront traités en fonction de la gravité de leur maladie et en fonction de leur exposition par rapport à la pandémie. Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication, porte-parole également du ministère de l'Éducation nationale, le ministère qui prépare donc la rentrée dans ce contexte de pandémie. La Covid-19 justement, au nouveau décès, 24 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures, 5 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 63 patients ont été déclarés guéris. Le point avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1293 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,86%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons un cas contact suivi par nos services, 6 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Almadies 2, Mbao 2, Cité Keur Gorgui 1, Cité Sonatel 1, Dakar Plateau 1, Fann 1, Guédiawaye 1, Liberté 4 1,
Mariste 1, Mermoz 1, Nord Foire 1, Pikine 1, Sacré-Cœur 1, Thiès 1 et Yoff 1. 63 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 13 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 331 cas ont été déclarés positifs, dont 13 571 guéris, 316 décédés et donc 1443 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Richesse et diversité de la recherche menée sur le continent africain, c'est le thème de la 15e édition du colloque africain sur la recherche en informatique qui démarre ce mercredi 14 octobre et ce jusqu'au 17. Rencontre organisée par l'École polytechnique de Thiès avec le soutien de l'Université virtuelle du Sénégal. Des chercheurs, des décideurs africains et internationaux donc de haut niveau dans le domaine de l'informatique et des mathématiques prennent part à cette rencontre. Parlons de ce bulletin météorologique. Au cours des prochaines 48 heures, le temps restera stable sur une bonne partie du territoire, hormis les régions sud et centre sud donc où des risques de pluie sont prévus. En fin de période de validité, le ciel restera majoritairement ensoleillé, passagèrement nuageux au cours donc des prochaines 72 heures. La chaleur se maintiendra sur l'ensemble du pays, surtout sur les régions nord, est et centre où les températures maximales seront plus élevées. Sud FM. Et nous allons parler de la situation au Mali. Une vingtaine de personnes, militaires et civiles, tuées lors de 2 attaques dans le centre du Mali. 2 attaques meurtrières survenues au lendemain des libérations des djihadistes et de Soumaïla Cissé. Le politologue Yoro Dia établit le lien. Vous l'entendrez, il sera avec El Hadj Malick Ndiaye. Il sera l'invité donc de ce 12 heures. Le Rwanda se lance dans le commerce de cannabis thérapeutique lors d'un conseil des ministres lundi. Le gouvernement a donné le feu vert à la production et à l'exportation de la plante dans le but d'une commercialisation pour un usage thérapeutique. Le Rwanda compte ainsi se tailler une part de ce marché évalué à des dizaines de milliards de dollars au niveau mondial. En République démocratique du Congo, la Lucha pointe un déficit dans la riposte contre la Covid-19. La Lucha qui a publié mardi un rapport d'évaluation de la riposte à la Covid-19. Ce contrôle porte sur 6 des 26 provinces du pays. Plusieurs centaines de personnes ont été interrogées, parmi lesquelles des commerçants et des patrons de petites et moyennes entreprises pour étudier au-delà de la riposte elle-même la perception, mais aussi les effets de la Covid-19. Lutte contre la Covid-19 justement en Allemagne. La chancelière Angela Merkel va imposer de nouvelles restrictions dont une obligation élargie du port du masque face à la hausse des infections au nouveau coronavirus. Des horaires de fermeture des bars et restaurants devraient également être imposés lorsque le taux d'incidence atteindra 35 nouvelles infections pour 100 000 personnes contre jusqu'à présent 50 pour 100 000 selon un projet d'accord négocié ce mercredi par la chancelière et les dirigeants des 16 régions allemandes. Sud Midi. L'invité. Il s'agit du politologue Yoro Dia avec El Hadj Malick Ndiaye. Le politologue établit donc le lien. Sur la situation qui prévaut au Mali, une vingtaine de personnes militaires et civiles tuées lors des 2 attaques dans le centre du pays. 2 attaques survenues donc au lendemain des libérations des djihadistes et de Soumaïla Cissé. Nous sommes avec Yoro Dia, bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes politologue. Une vingtaine de personnes tuées dans le centre du Mali au lendemain de la libération des djihadistes. Peut-on faire le lien?
Bon, les djihadistes se rappellent au bon souvenir du gouvernement de transition et du président de transition pour montrer aux autorités maliennes, même s'il y a alternance au sommet du pouvoir, la réalité est la même. Et c'est la même réalité depuis 2012, et c'est ce que je dis depuis 2012. L'urgence pour le Mali, c'est de se donner les moyens, d'avoir une armée, en profitant naturellement du parapluie international avec l'ONU et les forces internationales qui sont là-bas, et d'essayer de bâtir en urgence une armée qui va lui permettre de contrôler son territoire. Donc, je pense que les Maliens ont compris. Et la seule urgence, à mon avis, pour le gouvernement de transition, c'est la sécurité. Parce que la sécurité est la base du contrat social. Si tu ne règles pas les questions de sécurité, vous ne pouvez absolument rien faire. Le coup d'État qu'il y a eu au Mali est un coup d'État populaire parce que les Maliens avaient l'impression que sous IBK, et puis leur pays était en train de mourir d'une mort lente. Ça veut dire que comme peau de chagrin, et puis chaque jour, le Mali perdait encore des territoires. C'est ça qui a rendu le coup d'État populaire. Maintenant, il appartient au gouvernement de transition d'en tirer des conclusions et de se dire l'urgence, c'est la guerre. L'urgence, c'est la guerre. L'urgence, c'est la négociation. Il y a des choses qui sont négociables et d'autres qui ne sont pas négociables. C'est pourquoi le gouvernement de transition a une tâche immense. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Mais naturellement, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde dit, même Soumaïla lui-même dans sa conférence de presse, l'a implicitement avoué qu'il y a eu des échanges de prisonniers entre les prisonniers djihadistes et la libération de Soumaïla et de Sophie Petronet. Et c'est là où nous avons l'impression d'assister à un jeu d'échecs entre la volonté des autorités maliennes d'apaiser le climat politique en faisant libérer Soumaïla Cissé, mais aussi en permettant aussi en même temps à Emmanuel Macron de réussir un coup en politique extérieure en disant que j'ai fait libérer le dernier otage français retenu dans le monde, mais aussi en montrant aux djihadistes que le gouvernement malien est ouvert à dialoguer et à discuter. Mais le danger dans ça, en matière de libération des otages, il y a deux doctrines. Il y a la doctrine américaine qui consiste à dire ça ne sert absolument à rien de négocier avec les terroristes parce que ça les renforce, ça les légitimise, à la limite d'un coup à double tranchant. Il y a d'autres doctrines qui consistent aussi à payer des rançons. Et les faits montrent que finalement la doctrine qui consiste à payer les rançons n'est pas la bonne doctrine parce que ça ne fait que, évidemment, pour les gens qui ont été libérés, et puis comme a dit Soumaïla Cissé, la liberté est un privilège. À titre personnel, à titre individuel, à titre humanitaire, c'est une très bonne chose pour les gens qui sont libérés. Mais à long terme, ça ne fait que renforcer les djihadistes. Ça ne fait qu'augmenter la propension des djihadistes à prendre des otages parce que c'est une activité rentable. Ça leur permet, dans une situation de guerre, d'avoir des ressources et des moyens, et puis non seulement sur le plan psychologique, pour obliger l'État à discuter avec eux, pour obliger l'État à constater politiquement leur présence. Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre, ça leur permet de temps en temps de se renflouer aussi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la sous-région est menacée avec la libération de ces djihadistes? Non, mais la sous-région est menacée depuis très longtemps. C'est pas seulement la libération des djihadistes. La libération des djihadistes, à la limite de façon ponctuelle, ça peut constituer une menace de sécurité pour un pays. Mais la sous-région est menacée depuis très longtemps. Si vous lisez la littérature des djihadistes, ils ne parlent jamais de Mali, ils ne parlent jamais du Sénégal, ils ne parlent jamais de Guinée, ils parlent d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le Moujao, c'est le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Admis au Maghreb islamique, c'est le grand Maghreb islamique. Ça veut dire que les djihadistes, eux, ils ont dépassé la conception territoriale que nous avons hérité du Congrès de Berlin. Au moins, sur ce plan-là, les djihadistes sont en avance. Parce que nous, intellectuels, États souverains, nous parlons du Congrès de Berlin, les djihadistes transcendent ça et parlent d'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit dans mes propos, pour le cas spécifique du Sénégal, la crise malienne ne doit pas être traitée comme une question de politique extérieure. Ça doit être considéré comme une question de sécurité nationale. Parce que quand vous voyez le cheminement des djihadistes, ils tendent naturellement à aller vers l'Atlantique. Et le prolongement naturel du Mali vers l'Atlantique, c'est le Sénégal. Vous n'avez jamais entendu les djihadistes parler de Guinée, ni absolument rien du tout. À la limite, le prolongement naturel des djihadistes, la marche vers l'Atlantique, c'est le Sénégal. Maintenant, si le Sénégal est épargné jusqu'à présent, c'est peut-être deux choses. Un, parce que nous ne sommes pas encore dans leur agenda. Ou bien, deuxièmement, parce que le Sénégal, avec des signes de force militaire, des signes d'organisation, d'un État solide, est tellement dissuasif que les gens ne viennent pas. Mais donc, ce sont les deux questions. Ou bien c'est une question d'agenda, ou bien le Sénégal est suffisamment dissuasif. Quel que soit Alpha, il faut que le Sénégal prenne des dispositions pour renforcer sa sécurité. Le Burkina a fait la même erreur. Aujourd'hui, le Burkina est à terre.
Aujourd'hui, les seuls pays épargnés dans la sous-région, c'est le Sénégal et la Mauritanie. Et pour la Mauritanie, pendant très longtemps, les gens ont pensé, à tort ou à raison, que les autorités mauritaniennes ont fait un deal avec les djihadistes pour que les djihadistes regardent l'autre côté et ne regardent pas la Mauritanie. Mais quel soit Alpha, c'est toute la sous-région qui est menacée. Nous sommes d'autant plus menacés que le groupe djihadiste le plus dynamique au Mali se réclame de l'État islamique. Et si vous regardez une carte du monde, le maillon faible pour l'État islamique, c'est devenu l'Afrique. Donc l'État islamique est né en Irak, ils ont été chassés en Irak par les Américains et les Irakiens qui sont donné les moyens de les chasser. Ils se sont installés en Syrie, ils ont été chassés en Syrie. Ils se sont installés en Libye, ils ont été chassés en Libye. Donc le grand État islamique dont on parle, ils ont besoin d'ancrage territorial. Et aujourd'hui, quand vous regardez une carte du monde, le seul endroit propice pour l'installation de l'État islamique dans le monde, c'est à mon avis le Nord Mali. Et c'est pourquoi c'est une menace pour nous tous. C'est une menace pour nous tous. C'est une menace pour le Sénégal, c'est une menace pour la Côte d'Ivoire, c'est une menace pour tout le monde. Et c'est pourquoi il faut que les pays africains, non pas de façon altruiste, aident le Mali. Parce qu'aujourd'hui, aider le Mali à contenir la menace djihadiste, c'est nous aider nous-mêmes. Et comme je dis souvent, mieux vaut aider le Mali à combattre les djihadistes à Mopti, à Sévaré, à Kidal ou ailleurs que de les combattre à Kidira ou à Bakel. Parce que si le Mali nous sommes le prochain djihadiste. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette session d'information, mais retenez les principales infos. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale vient d'être installé ce matin. Donc, Abdoumbaou revient en force en s'emparant donc du poste de premier vice-président de l'institution et remplace le député Moustapha Cisselo. Rebondissement dans l'affaire Boffa Bayotte. La défense a introduit une demande de liberté provisoire. Maître Ciré Clédor Ly compte s'attaquer à la décision du juge d'instruction. Affaire Terme Sud. Dans ce journal, le général Mansour Seck recadre le débat, apporte des précisions et dénonce la politisation du dossier ouverture des classes 12 novembre. 4 millions d'élèves attendus dans les écoles, reprise sous Covid. Le SAEMS alerte et appelle à la mobilisation. Le ministère de l'Éducation nationale se prépare. Un nouveau protocole sanitaire sera établi. Sur l'international au Mali, une vingtaine de personnes tuées dans des attaques dans le centre du pays. Attaque survenue au lendemain de la libération de djihadistes. Le politologue Yorodia établit le lien. Vous l'avez entendu, il était l'invité de ce 12h. La revue de la presse d'Adjana Ibrahim a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez El Hadj Malick Ndiaye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.